Bienvenue pour ce meet-up. Donc, je crois qu'on est meet-up Elixir Paris, on doit être au numéro 5. Aujourd'hui, j'ai changé complètement de sujet par rapport à ce que j'avais présenté la dernière fois. Et donc, j'ai rebondi sur la présentation qui avait été faite autour de Riemann dans le meet-up numéro 3. Et je me suis dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas refaire le même genre d'outils en Elixir. Donc voilà, ça va être l'objet de cette présentation. Et ça me sert un peu à illustrer certaines des propriétés et des qualités que j'aime beaucoup dans le langage Elixir. Donc l'introduction, voilà, je voulais avoir un projet de développement complet et qui me permette d'aborder quelques sujets qui me tiennent à cœur sur Elixir. Donc, qui illustre bien les process, qui illustre bien l'architecture OTP, qui permettent de démontrer les macros, qui sont un des sujets avancés d'Elixir, mais qui en font aussi sa force et on va dire sa beauté, et puis qui permettent aussi d'aller jusqu'au packaging avec des outils comme EXRM pour le Release Manager, et puis même un peu je me suis dit, tant qu'à mettre de buzzwords, faire de l'Elixir, etc., on va mettre un peu de Docker dans la boucle pour que ça soit encore un peu plus attrayant. Et donc, ça m'a amené à repartir de cette idée de Riemann, de routeur de métrique, donc qui est développé en Clojure, et dont le but c'est d'agréger des événements venant de serveurs, d'applications, de hosts, de les agréger, de faire des calculs dessus. Alors parfois c'est calculer le rate d'un événement sur les 5 dernières secondes. Parfois c'est envoyer un email lorsqu'il y a des exceptions dans les logs. Donc en gros ça prend on va dire des time series, mais qui peut avoir des tags ou des notions de niveau d'alerte. Ça les agrège et ça en fait des choses. Donc c'est très configurable, et c'est très configurable parce que c'est configurable par du code en fait. Donc Riemann en fait c'est un projet Clojure qui se configure en écrivant avec une DSL, un langage fait maison pour le projet Riemann en Clojure, donc en Lisp, qui permet de définir qu'est-ce qu'on va faire avec les métriques. Donc pourquoi le développer en Elixir? Donc je me suis dit c'est vraiment le cas idéal parce qu'on va avoir potentiellement plusieurs serveurs qui vont se connecter au serveur Riemann et qui vont envoyer des données. On va avoir des streams d'informations qu'on va envoyer en parallèle. Et on a cette capacité à essayer de faire une DSL, un langage qui soit un peu plus élégant et plus joli que celui de Riemann, qui a des parenthèses imbriquées, etc. Bon, qui est un peu particulier, surtout si on s'adresse à un public de sysadmin. Ça ne ressemble pas à un fichier de configuration. On a clairement l'impression de faire du code. Donc pour donner un petit exemple et illustrer un peu l'avantage, voici le fichier de conf d'exemple de Riemann. Donc voilà, on va démarrer le serveur TCP, on crée un client qui peut updater un index parce qu'il y a de la persistance dans Riemann. Et puis on va créer des streams avec with, métrique, etc. Là, ça sert à calculer le rate sur 5 secondes et à insérer ça dans un index. Et là, on fait du matching sur des services, on calcule des percentiles et on insère ça dans un index. Donc voilà à quoi ça ressemble. Mais dès qu'on a besoin de faire des règles un peu plus compliquées, ça devient vite assez imbriqué et assez difficile à lire, et c'est pas très user-friendly, on va dire. Donc le but, c'était de me dire à quoi ça ressemblerait en Elixir. Donc j'ai appelé le projet Fast TS pour Fast Time Series. À quoi ça ressemblerait en Elixir ce fichier de conf. Donc en gros, ça serait juste un module, un peu inspiré de l'exemple de module de routeur qu'on a pu voir pour un projet Phoenix. Donc on a un module, on crée un module routeur, on lui demande d'utiliser en gros l'environnement de macro du routeur. On va mettre des modules attributs qui vont pouvoir être des valeurs qu'on va pouvoir réutiliser par ailleurs. Et on va avoir des pipelines, donc on va définir l'équivalent un peu des streams auparavant, un stream,
with, where, etc. Là, on va avoir des pipelines qui vont définir voilà, les différents pavés de ce qu'on veut faire et exécuter. Donc là, on prend toutes les métriques qui sont en dessous d'une valeur de 12 et on les envoie par l'outil de mail, ou alors on envoie vers std-out le rate des métriques reçues. Donc on bufferise pendant 5 secondes et on envoie le rate en std-out. Donc voilà le résultat qu'on souhaiterait obtenir, dans l'idéal. Et on va voir tout le cheminement qu'il faut pour en arriver là. Donc, alors, la première étape, c'est les process, au cœur d'Elixir, au cœur d'Erlang, il y a les process légers. Et donc, l'idée, c'est vraiment, dans Riemann, en fait, ce sont des appels de fonctions qui sont faits. Donc, on va définir son pipeline avec des appels de fonctions. Et en gros, dans Riemann, ce qu'on voit, c'est qu'il appelle d'abord la première fonction du pipeline, et ensuite, il fait un call sur le children. Et avec un rescue pour tracer les erreurs, et ça s'enchaîne comme ça. Donc c'est pas vraiment parallélisé, c'est vraiment des appels de fonctions. Donc l'idée, ici, c'était pas de faire des appels de fonctions, c'était pas de reproduire ce mécanisme-là, même si peut-être par la suite j'introduirai un mode qui permet d'enchaîner des appels de fonctions, mais l'idée c'était vraiment d'utiliser le passage de messages d'Erlang, d'Elixir, pour concevoir le framework. Donc le but c'est, on reçoit des événements qui arrivent via le protocole Riemann. Donc le protocole Riemann, c'est du protocole buffer, c'est du binaire qui est défini. Donc j'ai repris le même protocole exactement. Donc on peut utiliser un client Riemann pour parler à cette application. Donc on injecte, avec notre client, on injecte des événements, et puis ensuite, ça peut être processé, traité par différents process, filtré, transformé, refiltré, déclencher des alertes, des endpoints. Donc le but, c'est, ici, chaque flèche est un passage de message, donc un envoi de message au sens Erlang et Elixir, et chaque cercle est un process. Voilà. L'idée, c'est que ça permet aussi de paralléliser tout ça et de pouvoir faire le traitement en parallèle. Donc, on va avoir les événements qui arrivent, on les injecte dans tous les filtres en même temps, enfin dans tous les pipelines en même temps, et puis les pipelines vont filtrer. Si c'est filtré en amont et que ça ne doit plus s'exécuter, ça s'arrête là. Et puis si ça continue parce que ça passe le filtre, c'est transformé, processé et envoyé. Et tout ça peut se passer en parallèle dans la VM Erlang. Donc ça, c'était aussi le côté séduisant de pouvoir utiliser des process pour modéliser l'application. Et ensuite, on peut même imaginer d'avoir un seul pipeline et puis d'avoir quelques optimisations. Alors pour l'instant, je n'ai pas du tout abordé cette partie-là dans mon code, mais on peut imaginer d'avoir des pools de process qui font la transformation pour paralléliser des traitements un peu longs. Donc on reçoit des événements et on les dispatche, par exemple en round robin, sur les différents process de transformation, sur les filtres, et après on peut se rejoindre à la fin sur un process unique si besoin. Par exemple, si le process garde des états, des states, et qu'on veut sérialiser l'accès à ces états. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un espèce de framework qui permette de faire des pipelines un petit peu souples et de pouvoir construire un peu ce qu'on veut comme un Lego. Donc, le principe pour créer ce pipeline. Donc chaque pipeline va être créé en démarrant un ensemble de process. Le pipeline lui-même, le premier process, il est identifié par son process ID. Donc quand on veut lui parler, on lui envoie des messages Elixir, Erlang, et ça déclenche la chaîne de traitement. Chaque étape, donc chaque process, va avoir pour objectif de prendre un événement en entrée et de retourner un événement, ou de bloquer l'événement, mais de passer quelque chose au process suivant. Alors oui, pour créer ce pipeline, au démarrage, on va le process comme état par défaut, il a juste l'information à qui il doit passer le PID du process suivant. Donc il va dire mon process aval va être tel process ID. Donc quand j'ai terminé, j'envoie un message avec l'événement qui a été généré, transformé, etc. à tel process ID. Donc il a juste besoin de ça par défaut.
On peut, voilà, je l'ai dit, transformer, dropper, retarder l'événement. Et il y a une notion d'état qui est importante pour faire des petites choses un peu plus avancées. Donc par exemple, je parlais de calculer le rate d'un événement sur 5 secondes. Donc en fait, on a besoin de retarder un événement en particulier, de garder quelques valeurs en mémoire, et sur les 5 secondes, de conserver ça pour pouvoir faire notre calcul. Et une fois que les 5 secondes sont passées, on vide ce bucket, cette unité de temps, les valeurs de cette unité de temps, on termine le calcul et on passe l'événement résultant qu'on génère au process suivant. Donc ça, c'est le process rate dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est juste un process qui a un état qui dure 5 secondes et puis qui se nettoie au fur et à mesure. Voilà, et ça va donner ça. Alors je vais le commenter, mais globalement, tout se passe à peu près, on va dire, dans l'initialisation, dans cette fonction qui s'appelle init. Donc globalement, on a un nom du process qui va être en gros sa description. On a le pipeline qui va être la liste des fonctions de traitement à exécuter. Alors ce qui est important, c'est que chaque process a besoin du process ID du suivant. Donc la petite ruse, ça consiste à inverser la liste des traitements. Donc on va avoir d'abord rate et après stdout. Là on inverse, donc on commence par exemple la fonction qui va devoir exécuter stdout, donc l'affichage de la valeur. Ensuite on la spawn link, c'est-à-dire qu'on crée un process à partir de cette fonction, et une loop, qui nous donne le process ID qu'on va pouvoir passer au process amont. Donc c'est pour ça qu'on inverse la liste, c'est-à-dire qu'on construit la chaîne de process à l'envers pour pouvoir avoir connaître le process ID du process suivant. Donc on inverse l'ordre de création des process. Et à la fin, on a le process ID. Donc ça, c'est avec en plus la syntaxe de pipe d'Elixir. On a le process ID qui a été généré du premier process, puisqu'on a inversé la liste. Donc le dernier renvoie le dernier process ID, et on l'enregistre avec le nom de la description du process, et donc on a un nom pour pouvoir lui parler. Donc on a le nom du pipeline qui permet de lui parler. Voilà, ça c'est le cœur, et ça permet de créer un pipeline, une chaîne de process en fait, qui vont passer des informations de PID en PID. Si vous voulez voir dans le détail, donc je crée la loop avec une fun, donc c'est la fonction qu'on va appliquer à chaque fois qu'on reçoit un événement. Donc do loop, add event fun, et PID, c'est le PID du process. Donc la loop, la plus simple, voilà, ça consiste juste, elle est où? Do loop, ça consiste juste à recevoir des événements. Pour cet événement, on le passe à la fun, qui est notre fun, qui est la fonction qu'on doit exécuter, donc rate, stdout, etc. Et ensuite, on le passe au next PID. Voilà, donc, et on tourne, et on itère, et on fait que ça. Donc chaque process, en gros, est en charge de faire uniquement cette tâche-là. L'autre, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste il y a une étape supplémentaire qui est, s'il y a un état, on démarre par une start fun qui va elle-même renvoyer une fonction pour ajouter l'événement. C'est juste pour initialiser l'état qu'on veut au début. Mais en gros, ça ne change pas le mécanisme qui est là, parce que d'ailleurs elle fait do loop à la fin. Donc le mécanisme, c'est on reçoit des événements, on applique le traitement, et avec la valeur qui est retournée, on le passe au next PID. Donc vous voyez, ce qui est assez agréable en Elixir, et ça montre bien les propriétés d'Elixir, c'est que ça se lit presque comme de l'anglais. Donc on voit vraiment comment circule l'information dans le système. Donc on pipe et on voit le flux de données qui circule. Donc voilà, j'aime bien cette partie-là parce que ça illustre bien les caractéristiques et les propriétés d'Elixir. Donc il y a un petit outil, alors je ne sais pas, voilà, pour parler de l'architecture OTP. Donc l'architecture OTP à l'origine, ça vient d'Erlang, ça veut dire Open Telecom Platform, et en fait ça n'a rien à voir avec les télécoms. C'est un ensemble de design patterns pour les applications Erlang qui permettent de définir, par exemple, comment créer un serveur en Erlang, comment créer un superviseur en Erlang. Donc le superviseur,
c'est le process qui est en charge de s'assurer que tout se passe bien dans les traitements des process workers et de les redémarrer si un événement non attendu survient dans le process et si le process en est à cracher. Donc un cas qu'on n'a pas géré, qui arrive rarement, donc qui est passé au travers des mailles des tests, un cas qui arrive rarement, fait cracher le process. Le superviseur va récupérer l'information que ce process a craché et va le redémarrer dans un état correct. Donc voilà, OTP, ce sont les principes qui permettent de définir cet arbre de supervision, comment fonctionnent les workers, etc. Et les gen servers, les finite state machines, donc les machines à état fini. Donc voilà, c'est rien de plus que ça. Et donc il y a une commande qui s'appelle observer start, qui permet de démarrer une représentation, enfin de lancer une interface graphique qui permet d'avoir une représentation de sa machine virtuelle Erlang, de ce qui se passe à l'intérieur de sa machine virtuelle Erlang, et d'aller sur une application qui a été démarrée et de voir l'arbre de supervision des process. Donc ici on voit que voilà, on a FastTS Supervisor qui va superviser les pipelines en gros. Donc on a le basic pipeline et le second pipeline. Et puis ils ont chacun 2 étapes dans le pipeline. Le petit en bas, c'est le TCP accept loop. Et là, je n'ai pas encore mis de superviseur, mais voilà, il y aura un superviseur à part pour la process registry, pas le process registry, le router registry, qui permet de savoir quel est le routeur, quel est le ou les fichiers, les modules de routeur qui sont utilisés. Il y en aura un plus tard, mais comme il ne fait quasiment rien, voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas mis dans un arbre de supervision. Et il est nécessaire, il faut qu'il soit démarré avant de pouvoir démarrer le superviseur principal, parce que ça permet de savoir quels fichiers Elixir évalués, le script Elixir évalué, pour pouvoir démarrer les process. Vous pouvez m'interrompre hein, si vous avez des questions. Pour l'instant, c'est clair, oui. C'est l'interface de quoi? C'est Observer. Donc, quand on fait Observer Start, ça démarre ça. Et il y a d'autres choses, ça permet de voir le système, les memory allocators, l'utilisation CPU, voilà, savoir comment c'est le système et le niveau de charge du système, la liste des process, tout simplement. Donc c'est très pratique, hein, ça permet de visualiser son appli très, très simplement. Je crois que ça peut servir en prod, oui. Je pense pas que ça soit trop gourmand, c'est que des infos qui sont accessibles simplement. Voilà, alors je ne supervise pas les connexions clientes, parce que si elle a craché, on a perdu la socket TCP, et a priori il n'y a aucun intérêt à la redémarrer. Si un process crash dans le pipeline, je redémarre l'ensemble du pipeline. C'est-à-dire que pour garantir l'intégrité du pipeline, il y a peut-être des étapes qui ont des états. Donc je ne décide de ne pas redémarrer juste le process dans le pipeline qui a échoué, mais de redémarrer tout pour être sûr que tout est carré au sein d'un même pipeline. Voilà, et puis j'en ai parlé. Donc le protocole Riemann est basé sur protobuf. J'ai pris le protocole, le fichier .proto qui décrit la communication binaire du protocole, donc qui est fourni par Riemann. J'ai utilisé EX-protobuf d'Elixir. Avec ça, je génère tous les décodeurs et encodeurs automatiquement pour le protocole buffer. Donc voilà, de ce côté-là, rien à faire, c'est géré tout seul. J'encode et je décode le protocole automatiquement. Voilà. Aucun code à écrire, donc ça c'est très sympathique. Donc voilà, et donc on va attaquer le gros morceau. Donc là, c'était le loisir, les process, le passage de messages. Maintenant, le Elixir, l'intérêt, c'est le système de macros. Donc en fait, dans l'histoire d'Elixir, j'avais présenté, à un moment, on voit le nombre de commits, puis à un moment, il y a un gros trou dans la courbe de commits sur le Elixir. José Valim a lancé le projet, et la manière dont il a designé le projet n'est pas satisfaisante. Donc il a un gros doute, il arrête de coder sur le projet parce qu'il sent que ça ne va pas du tout dans la bonne direction. Et on voit que ça reprend à un moment où il a décidé de dire je vais introduire un système de macros au cœur du langage qui sera à disposition des développeurs. Donc ce système de macros, il est fondamental parce qu'en gros, il permet de développer Elixir lui-même. Donc
il sert à développer le langage, et il est aussi à la disposition des utilisateurs pour permettre d'enrichir le langage, de développer des nouveaux modules. Alors, il ne faut pas en abuser, il faut vraiment être sûr de savoir pourquoi on a besoin de macros et pourquoi on a besoin de changer la syntaxe du code, etc. Parce que ça peut être très dangereux, notamment si on se retrouve avec des macros venant de différentes bases de code, ça peut être assez compliqué de connaître le résultat qui va survenir de cet ensemble. Mais dans notre cas, c'est indispensable pour permettre d'avoir un fichier de configuration qui soit à la fois un programme, mais qui ressemble à un fichier de configuration, qui soit manipulable et lisible par, on va dire, par un utilisateur avancé, informaticien, mais un utilisateur quand même. Donc voilà, ça illustre, ce projet, à ce titre, illustre vraiment la force d'Elixir, c'est-à-dire on peut créer des custom DSL, donc des Domain Specific Language, des langages qui sont vraiment dédiés à un besoin particulier, qui est la définition de pipeline pour un projet comme FastTS. Ce qu'il faut voir, c'est que les macros ont aussi permis de faire Phoenix, donc le framework web. Donc Phoenix, il est basé sur des macros, donc le fichier routeur de Phoenix va être décrit, enfin va être exactement sur le même principe de macro, etc. Donc c'est vraiment, le macro c'est la partie vraiment qui est au cœur d'Elixir et qui fait le succès, à mon sens, le succès d'Elixir. Donc il y a le Hello World de la macro, pour savoir où on va. Il faut faire un Hello World, donc refaire, on part du principe, alors en Erlang il n'y a pas de if, mais en Elixir il y a un if, mais on va partir du principe qu'il n'y a pas de if en Elixir, et donc on va utiliser que les cases pour rédiger un if. Donc l'exercice qu'on trouve dans le bouquin pragmatique sur Elixir, c'est celui-là, hein, c'est le Hello World de la macro. Donc admettons qu'on veuille réaliser un code qui a cette syntaxe, c'est-à-dire donc le module myIf, je teste le résultat de 1 égale 2, selon le résultat, soit j'affiche 1 égale 2, soit j'affiche 1 n'est pas égal à 2. Et alors, je vous passe le code que vous trouverez dans le livre, donc le code naïf qui permet de faire ça. Si on le fait de manière naïve, je fais un code qui permet de tester ça, et puis je fais case sur le résultat, et puis je prends les blocs, et puis j'exécute le bloc 1 ou le bloc 2, et voilà, je m'en sors comme ça. Ça, c'est le code naïf, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va exécuter ce code, l'ensemble va être évalué. Il n'y a pas d'évaluation paresseuse, lazy evaluation. Donc en fait, quand on va exécuter cette syntaxe avec l'implémentation naïve, les deux IOPUT seront exécutés. Donc dès lors qu'on l'exécute, c'est exécuté. Donc la condition et les blocs n'ont plus aucun sens. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir retarder cette exécution à un autre moment, et donc quelque part réécrire la syntaxe du code qui va être généré. Et donc la macro qui permet de faire ça, elle tient sur cette demi-page. Donc en fait, le module my, il va définir une macro qui s'appelle if, qui va avoir une condition et des clauses qui vont être do et else, donc qu'on voit dans notre syntaxe d'origine. Et la magie se passe ici. Donc quote, ça veut dire je génère du code, j'injecte du code. Donc je génère du code qui est mon case. Et unquote, ça reprend le code qui a été passé dans l'appel de la macro. Donc unquote, je vais injecter le code de ma condition. Donc je fais un case sur le code de ma condition. Et après, je teste sur la valeur de le résultat. Et je fais unquote else clause. Donc j'insère le traitement de mon bloc à effectuer dans le cas de la else clause. Donc ici, ça va être IOPUT 1 n'est pas égal à 2, et sinon, j'insère le code de la do clause. Et ça va être injecté
Donc c'est ce morceau de code-là résolu avec les codes réinjectés dedans qui va être remplacé à l'endroit où on utilise le my, if, else, etc. Et donc c'est ce code-là qui est compilé. Et donc ici on voit qu'il y a vraiment un embranchement qui est hard-codé dans le code et cette branche-là et cette branche-là ne peuvent pas être évaluées ensemble. Donc voilà le principe des macros. Est-ce que ça va? Au moins dans les grandes lignes, j'espère. Donc voilà. Alors j'ai fait mon projet, j'ai avancé, j'ai fait le serveur, j'ai mis le protocole, j'ai fait l'architecture OTP, et puis je me suis retrouvé avec mon prototype qui avait un fichier de configuration, donc un .exs, donc il y a un script qui est évalué, que je load au chargement, au lancement de la plateforme, qui avait cette tête. Donc je définissais un module qui s'appelait Hello Fast Router. J'importais ou je faisais des alias sur les modules qui m'intéressaient, le stream et les événements du protocole Riemann. Et puis ensuite, je faisais tout un tas de tambouilles me permettant d'appeler pour chaque événement, de prendre tous les streams et de faire 12 streams, et 12 streams faisant le passage de messages à chacun des streams nommés, donc j'envoie le message, et le stream lui-même, là j'avais qu'un seul pipeline, mais l'idée c'était d'avoir n pipelines qui définissent un nom et puis une liste de fonctions appelées. Donc vous voyez que ça, il y a plein de défauts. Avant d'attaquer la partie macro, on se dit, OK, pour qu'un utilisateur de mon projet réussisse à rédiger ça, il faut qu'il sache exactement comment ça marche derrière. C'est impossible qu'un utilisateur arrive naturellement, sans s'arracher les cheveux, à produire ce code-là qui permet de savoir, d'utiliser mon projet. Donc on est très loin de la cible que je m'étais donnée au départ. Et donc on va, en quelques étapes, passer de ça à la cible que je m'étais donnée au départ, en passant à travers toutes les macros. C'est bon? Oui, c'est bon, je suis dans les temps. Donc voilà, ça reste complexe et ça nécessite vraiment une connaissance du code. Et c'est peu tolérant aux erreurs, donc voilà, si vous faites une erreur là-dedans, essayez d'aller afficher un message d'erreur à l'utilisateur qui soit pertinent, l'utilisateur de votre projet, qui soit pertinent et qui vous indique comment ça se passe sur les pipelines. Donc la première étape, on va y aller progressivement. Vous verrez que dans le projet, j'ai essayé, alors les commits sont un peu entrelacés, mais vous verrez quasiment chacune des étapes a un commit dédié. Donc si vous voulez remonter l'historique du projet et voir comment j'ai construit le système de macros, vous pourrez le faire en analysant le projet. Donc la première étape, c'est de prendre mon module, comme vous l'avez vu, et déjà de lui dire qu'on va utiliser une macro. Donc on lui dit « use fast TS router » et ça lui dit « ok, je vais utiliser, il y a des macros dans ce module, je veux les utiliser ». Et le fast TS router, c'est un nouveau module que j'ai créé, il fait juste une macro qui a un nom spécial, qui est déclenché par l'usage, enfin l'appel du mot-clé use. Donc quand je fais use fast TS router, en gros je lui dis c'est un appel de la macro using qu'on voit ici. Donc là c'est la base. Pour l'instant ça fait rien de plus, mais j'ai déjà branché mon système de macro sur mon module router. Étape numéro 1. Étape numéro 2, on va enlever, voilà, vous vous souvenez de ces alias Riemann, proto-event, alias fast-stream. Voilà. Pourquoi forcer l'utilisateur à les mettre? Nous savons que nous en avons besoin. Nous avons besoin de parser le protocole et nous avons besoin des fast TS stream. Ça, c'est pour faire du match éventuellement, du pattern matching sur les événements. Et ça, c'est parce que c'est toutes les fonctions de stream qui vont servir d'étape dans notre pipeline sont dans ce module-là. Donc ça, on sait qu'on en a besoin. Donc ce que je fais, c'est que je réécris
ma macro using, et là vous retrouvez le module quote, donc voilà, c'est inspiré de Lisp, hein. Les noms c'est quote, unquote, ça vient de Lisp, des macros de Lisp. Donc en gros, tout simplement, je fais quote, ça veut dire j'insère du code, et j'insère ce code-là, alias, donc celui qui était dans mon module, je le prends, je le mets dans ma macro, et je peux dégager, oui, on ne le voit pas, mais je peux complètement dégager le code. Maintenant que je fais use fastS router, je peux dégager le code d'alias de mon module routeur de configuration du routeur. Ensuite, on avance. Donc j'aimerais avoir une syntaxe, si vous vous souvenez l'exemple que j'avais montré tout à l'heure, j'aimerais avoir une syntaxe qui est def module, voilà, je définis mon module, je use fastS router, et je définis des pipelines. Mais pipeline, c'est pas un mot-clé, ça n'existe pas en Elixir, ça veut rien dire. Eh ben on va dire que pipeline, c'est juste une macro qui va traduire ce code-là dans une fonction. Donc là, j'ai un pipeline, j'ai une description de mon pipeline, et puis voilà, j'exécute quelque chose au milieu, un bloc de code. Tout ça, en fait, je veux que ça quand mon système de macro voit ça, je veux qu'il le remplace par ça. Donc voilà, jusqu'ici ça va. Et donc, ça reste encore, voilà, quand on va étape par étape, ça reste assez simple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je définis, donc, ça c'est la macro using, donc j'ajoute une macro, c'est pas au moment de l'appel, mais j'ajoute une macro, telle que use, là c'est pipeline, j'ajoute une macro qui va prendre une description et un bloc de code, qui va transformer cette chaîne en un atome. Pour pouvoir, les noms de fonctions sont des atomes, donc je le transforme pour pouvoir lui donner le nom de ma fonction. Et là, j'injecte du code, qui est exactement le code que je vous ai montré avant, def, unquote, donc je prends ce code qui était là, qui va être ma string, hein, enfin, mon nom de pipeline, je l'injecte, et je unquote le pipeline block également, que j'injecte dans le résultat de la macro. Donc ça va prendre ça et ça va générer ça, globalement. Oui. Je sais pas, moi j'ai eu beaucoup de mal au début des macros, jusqu'à un certain, ça c'est Yurich, je ne sais jamais, m'a expliqué un petit truc tout simple. Si tu peux revenir sur... Oui. En effet, il m'a expliqué où est exécuté les quotes. Oui. Et où est exécuté les pipeline name égale string to atom. Peut-être que tu pourrais le préciser. Oui. Donc, ça c'est exécuté ici. Donc, quand on définit la macro, ce code-là, il est exécuté dans le contexte du compilateur, quand on va compiler et générer le... Oui, mais je veux dire dans le module qui appelle le def macro, les macro pipeline. C'était ça qui n'était pas clair pour moi au début. Ce qui est stupide par ailleurs, mais... Oui. Donc, oui, en fait, ce qui est dans le code, c'est inséré dans le code, donc ça va être exécuté dans le module qui utilise la macro, mais par contre, ce code-là, il est exécuté dans le contexte de compilation du module, c'est-à-dire quand on utilise la macro, c'est utilisé par le compilateur, en fait. Donc tout ça, c'est exécuté avant, globalement, ce module-là, il est exécuté au moment de la compilation, avant... il est presque... par exemple, cette affectation-là, elle est jetée. Une fois que le module est compilé, elle n'existe plus. On a généré ça de manière définitive, et dans le binaire, dans le BIM qui est généré, par exemple, cette méthode-là n'existe plus. Est-ce qu'il y a un exemple, par exemple, qu'on pourrait donner, c'est un template de code, un peu à l'image d'un template HTML. Oui, un petit peu. Sous forme de texte, et dans lequel on va venir injecter des valeurs dans quel framework web, mais que là, au lieu de manipuler du texte, on manipule une structure de données. Oui, et exactement. Injecté à l'image. Exactement. Ouais. Ce qui se passe dans Elixir, c'est que quand on appelle des macros, c'est l'arbre syntaxique du code, donc c'est de la donnée. On prend le code, l'arbre de syntaxe du code, on le transforme en donnée, et on le passe à la macro. Et donc la macro travaille ensuite sur ces données-là, pour régénérer du nouveau code. Et donc quand on fait quote,
ça veut dire je génère du code. Et quand on fait uncode, ça veut dire je prends le code qui venait d'ailleurs et je l'injecte. Je prends le code qui venait de ma macro et je l'injecte à nouveau, non pas en tant que donnée, mais en tant que code dans mon template. Donc ça, effectivement, c'est comme un template, hein, c'est à trous. Ici, voilà, je remplis mes trous avec des uncodes et voilà, je remplace les éléments. C'est un détail, je ne sais pas si c'est important, en tout cas je ne comprends pas. Quand vous définissez la macro pipeline, vous faites def macro pipeline. Par contre, pour use, c'est def macro underscore. Oui, parce qu'en fait, use, c'est une macro standard d'Elixir qui prend le nom du module et qui va exécuter using et qui va exécuter la macro using. Donc il y a encore une étape intermédiaire. Donc c'est un standard d'Elixir pour dire j'injecte un module de macro qui va s'insérer. Donc vraiment là c'est les poupées gigogne. Ça fait mal à la tête au début les macros. Hein, D'ailleurs, il y a un tout petit livre, mais qui est très très dense, pareil chez Pragmatic, juste sur la métaprogrammation et les macros. Donc, on trouve un chapitre, un ou deux chapitres sur les macros dans le bouquin global sur Elixir de Pragmatic, mais on trouve un petit bouquin qui va faire moins de 100 pages, dédié sur le sujet, avec comment faire un templating HTML, juste avec du code qui va remplacer le HTML. Enfin, il y a des exemples assez avancés. Donc là, ce que je voulais, c'est arriver aussi à des exemples dans lesquels on ne manipule pas du tout l'arbre syntaxique en direct. Là, on prend que des blocs. Là, c'est un Lego, en fait, ce qu'on fait. Donc, on prend des templates, et on réinjecte dedans des morceaux qui viennent du contexte de l'appel de la macro dans le code. Mais on ne va pas du tout parser nous-mêmes l'arbre syntaxique, etc. On peut faire des choses comme ça, mais là, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Voilà, et donc du coup, une fois que j'ai fait tout ça, vous verrez que quand je fais hello fast router et j'appelle la méthode, donc voilà, avec les guillemets parce qu'il y a des espaces, calculate write and broadcast, j'ai bien le résultat qui est attendu et j'ai bien mon IOPut qui est exécuté. Ça va, vous êtes prêts à passer à d'autres étapes? Donc, l'autre chose, alors il y a eu des améliorations dans Elixir 1.2. Vous avez peut-être pu voir où il parle beaucoup de choses sur les modules attributes. Et puis dans le bouquin Pragmatic qui est mis à jour aussi pour tenir compte des modules attributes. Donc les modules attributes, ça permet... Donc c'est en Erlang, c'est presque des define. Donc l'usage par défaut, c'est des constantes. Donc je vais mettre mes modules quelque chose et je vais lui donner une valeur. email, comme on avait vu dans mon exemple tout à l'heure, et c'est tout égale, ça me permet de configurer mon service, le service d'email que je veux utiliser. Donc ça, c'est un des usages des modules attributes, c'est la création de constantes dans le code qui peuvent être utilisées à différents endroits, donc ça permet de les mettre au début, c'est un peu plus propre. Mais il y a un autre usage qui est dans le contexte des macros, c'est que ça permet de stocker un contexte au fur et à mesure de l'exécution de la compilation pour pouvoir agréger des valeurs. Donc, par exemple, ici, j'ai deux macro pipelines. Si j'exécute ces deux macro pipelines indépendamment, comment est-ce que je peux faire pour faire une fonction ou une macro, mais ça va être une fonction qui permette de lister l'ensemble des pipelines que nous avons définis dans notre module. Il va falloir garder une espèce de pointeur, une trace de toutes les macro pipelines qui sont exécutées au fur et à mesure de la compilation, pour pouvoir réutiliser cette valeur finale et l'utiliser dans une autre macro qui permet de générer du code. Donc c'est ce que je vais vous montrer après. Là, j'ai fixé le contexte. Donc pour pouvoir faire ça, dans votre contexte using, c'est assez simple, hein, c'est presque
c'est presque une recette à appliquer. Vous allez dire, mon module va va enregistrer des attributs. Cet attribut s'appelle pipeline, donc c'est un atome, mais ça veut dire que c'est l'attribut addPipeline qu'on va manipuler. Et je lui donne la valeur accumulate égale true, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je définis un module attribute lors de la compilation, j'ajoute les valeurs, j'accumule. Première étape. Et deuxième étape, dans ma macro pipeline que vous avez vue tout à l'heure, donc vous vous souvenez, je générais juste une fonction qui était la fonction propre à chaque pipeline. Là, ce que je fais en plus, c'est que je mets un module dans pipelines, j'ajoute, comme c'est on accumule, j'ajoute le pipeline name. Donc, ce qui fait qu'à la fin du processus de génération du code, une fois qu'on aura exécuté toutes les macros, cet attribut-là contiendra la liste de tous mes pipeline names. Et comment faire pour exécuter une macro juste entre la génération du code et avant la compilation finale? Il y a une directive spéciale d'Elixir qui permet cela, qui permet de dire, donc là, underscore, c'est des macros spéciales, hein, c'est comme using, c'est des macros spéciales qui sont définies par Elixir. Je définis une macro qui s'appelle before compile, et qui va faire quote, donc template, j'insère du code, qui sera injecté dans le code de mon module, donc voilà, dans le contexte du code de mon module, et j'insère un code qui définit une fonction qui est list_pipeline, et qui fait IOPUT, voici la liste des pipelines définis dans mon routeur, et je fais juste inspect, addPipeline, et comme on arrive à la fin, qu'on a déjà itéré sur toutes les macros, on a bien accumulé tous les noms de pipeline dans ce module attribute, donc cette liste-là va être correcte au moment, juste avant la compilation, après l'exécution de toutes les macros. Voilà. Et si on exécute le code, on a rajouté cette fonction-là, et quand on l'appelle, on a bien, quand on inspecte cette valeur, on a bien les deux pipelines qui sont définis. Alors pourquoi j'ai besoin de ça? Non, je n'ai pas tout de suite besoin. Là, c'était pour montrer qu'on est capable de gérer plusieurs pipelines et d'en avoir la liste. Ensuite, on arrive à une étape plus simple, c'est de dire, voilà, j'ai un pipeline avec 2 étapes, et en fait, mon code, quand je vais initialiser le stream, il gère une liste, c'est-à-dire que ce n'est pas des instructions qui sont exécutées une à une, mais c'est juste une liste de fonctions qui vont être exécutées, qui est l'ensemble du pipeline. Donc ce n'est pas des fonctions qui retournent des valeurs qu'on exécute, c'est une liste de fonctions qui vont s'enchaîner dans le pipeline. Alors, comment je vais pouvoir expliquer cette partie? En fait, c'est assez simple. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est simple, je vais sourire. Non, je vous ai dit tout à l'heure que quand on exécute une macro et qu'on passe des blocs de code, on passe un arbre syntactique, un arbre qui a une représentation du code. Donc, dans la macro, description, c'est une représentation du code qui va être une représentation de la string, de la chaîne de description, et d'où pipeline block, c'est une représentation du code, c'est des tuples, etc., qui vont être un ensemble d'éléments qui représentent l'arbre de code de ce bloc. On ne va pas avoir besoin de le parser, on a juste besoin de savoir 3 choses, de définir si ce pipeline block est de 3 natures possibles. La première nature, c'est qu'il est vide. On a fait un pipeline qui est vide. Donc le pipeline block va être nil. Et donc notre bloc qu'on va devoir réinjecter plus tard va être nil. Si on a un bloc de code, c'est-à-dire une séquence de code, notre bloc, on enlève ce tag, ce marqueur dans notre arbre syntaxique qui marque que c'est un bloc, c'est-à-dire une
ensemble d'instructions, et on renvoie juste ce contenu-là, dans ce bloc. Et si on n'a pas ce bloc, c'est-à-dire, c'est juste que c'est une opération simple, mais comme on veut quand même une liste, on met cette opération simple dans une liste qui aura un seul élément. Et ce bloc-là, voilà, on veut juste uncode, donc on transforme cet arbre syntaxique en code réel, à nouveau, et on l'injecte. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on transforme un bloc. En fait, ce qu'il faut voir, il y a une ruse, parce que ici, dans cette structure de l'arbre syntaxique, le bloc de séquence, c'est déjà une liste d'instructions. Sauf qu'elle n'est pas représentée sous forme de liste, parce que c'est un bloc. Et le contenu du bloc est une liste. Mais si on l'extrait, et qu'on prend la liste, et qu'on l'injecte, ça devient une liste. Voilà. C'est ce qui évite d'avoir à parser, à parcourir l'arbre de code. Bon, vous me croyez sur parole. Étape 6. Je ne comprends pas du tout l'intérêt. Le dev devrait fonctionner même sans structurer le bloc. Si, parce qu'en fait, si on ne déstructure pas le bloc, qu'est-ce qui se passe ? Ici, en fait, ces fonctions-là retournent des fonctions anonymes, des fun. Donc là, on a une fun, Oui, d'accord. et là, on a une fun. Et donc, on retourne juste cette valeur-là. Oui, elle n'est pas exécutée. Ouais. Voilà, c'est des fun, mais du coup, on n'a pas moyen d'accéder à celle-là. On ne voit que la dernière. Alors que si on les agrège dans une liste, ça devient la valeur de retour, et on renvoie... Et après, alors ça, c'est exécuté, Ah oui, voilà. mais on renvoie une fun. Donc la fun, c'est l'élément qui va servir à boucler. Ouais, c'est très méta. Mais du coup, ici, on renvoie que une seule fonction qui est stdout. Si on le transforme en liste, on renvoie un ensemble de fonctions. Et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir... La valeur de retour, d'accord. Voilà. Après, bon, je vous le dis, on a fait le plus dur. Après, c'est juste itérer sur ce que vous connaissez maintenant déjà. Donc là, le but, c'est de compiler, au lieu de faire list pipeline pour avoir l'ensemble des pipelines de notre code, le but, c'est d'avoir un stream, c'est-à-dire qui va appliquer, donc exécuter, l'ensemble des fonctions pour récupérer la start fonction. Donc globalement, en gros, ce code-là, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de faire j'affiche l'ensemble de mes pipelines, la liste de mes pipelines, je renvoie une structure qui renvoie ma start fonction. Donc j'exécute mon code et je récupère ma start fonction et je donne un nom à ce pipeline. Donc en fait, globalement, si vous vous souvenez, alors j'hésite à revenir, mais si vous vous souvenez du code d'origine, globalement, ça renvoie à cette structure-là en fait. Ça fait exactement la même chose que ça. Pour chacun des pipelines, ça renvoie un nom et les étapes du pipeline. Et comme ici, on voit que c'est un appel, donc c'est exécuté, on fait le apply sur notre fonction. Voilà. Donc, comme j'ai dit, on a fait le plus dur. Donc ici, on injecte la deuxième fonction, c'est quand on a un événement, le code appelle stream du routeur, du module routeur. Donc là, on appelle stream avec notre événement. Et donc, on appelle notre fonction streams avant, qui renvoie des names et des pipelines. On a juste besoin du name parce qu'on l'a initialisé, et que donc qu'on a enregistré un process avec ce nom-là, et on envoie, ça c'est l'envoi de process, de messages à des process, send event au process qui a le nom du pipeline, qui est le process d'entrée dans le pipeline. Donc on injecte ce code,
def macro, oui, il nous manque les codes, mais on injecte ce code dans le code du module routeur généré. Voilà. Ensuite, j'ai juste changé ici, pour être un peu plus élégant, au lieu d'avoir des appels à stream rate dans le code de mon pipeline, etc. Ça fait plus de DSL, langage spécifique, si je peux appeler rate, stdout, ça fait des commandes simples. Donc au lieu de faire un alias de fastStream où je dois faire stream.rate, stream.stdout, je fais un import, donc qui importe toutes les fonctions dans le contexte, et donc je peux faire rate et stdout. Donc ça, c'est aussi très très simple. Donc là, j'ai juste changé les alias qu'on a injectés dans le code. Et voilà, et ça donne, donc vous vous souvenez du code qu'on a vu tout à l'heure, avec toutes ces étapes de macro, je peux écrire mon module de routeur comme ça. Use fastest router, pipeline, under, stdout, et c'est exécuté rate, stdout, etc. Donc ça se lit presque de haut en bas, comme de l'anglais, de manière déclarative. Donc, je vous donnerai à la fin l'URL du GitHub. Vous pouvez regarder les commits. C'est fait étape par étape pour essayer justement de comprendre comment le système de macro a été conçu. Et voilà, vous pourrez comprendre toutes les étapes de manière pédagogique. Sur un projet réel qui fonctionne, etc. Pas sur un projet théorique d'exemple. Voilà. Donc on a fait le cœur de la présentation qui était les macros. Ensuite, dans ce projet, si vous voulez aller voir, je vous ai mis un petit bonus parce que je ne sais pas si vous avez parmi vous qui a déjà utilisé Docker. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Vous avez déjà une bonne expérience. Donc l'idée c'est que c'est extrêmement pratique et c'est extrêmement agréable d'utiliser un projet qui est déjà packagé pour Docker, parce qu'en quelques commandes, on arrive à lancer le code dans l'environnement de Docker. Et ça m'a permis aussi de tester le release manager, le packaging, et m'assurer qu'il n'y avait pas de petites erreurs dans la description. Alors c'est là que je me suis aperçu qu'il manquait dans le fichier la liste des applications à démarrer. Ce qui marche en debug quand on le lance à la main avec IEX-SMIX, quand on s'aperçoit qu'on veut le packager, faire une release, l'injecter dans un Docker, on s'aperçoit que on n'est pas totalement académique sur un certain nombre de points et qu'on a oublié une ou deux déclarations dans le fichier mix et dans la liste des applications dépendantes. Donc ça ne se retrouve pas dans la release et donc il manque des modules undefined, etc. Donc aller jusqu'au bout de ce process, ça permet de s'assurer que le code est clean, bien documenté, bien décrit en termes de déploiement. Tout ce qui est décrit comme devant être déployé, faisant partie du projet, est vraiment inclus lorsqu'on essaye de le déployer. Quand tu dis ça, tu es au niveau de XRM ou au niveau de Docker? Alors, EXRM au niveau du release manager. Donc on crée la release, et après, on l'injecte dans Docker pour voir le résultat. Mais Docker n'est pas nécessaire dans le processus que tu décris. Non, le Docker n'est pas nécessaire dans le processus. Parce que je fais ça, mais juste avec une machine Erlang. Oui, mais sauf que j'ai fait ça avec EXRM, etc. Et quand on est en dev, on va avoir tendance à utiliser EXRM en mode dev, c'est-à-dire pas passer l'environnement mix de production. Et donc, vous verrez que dans mon module, j'ai décrit un certain nombre j'ai essayé d'être propre et de ne pas pousser en production des modules que j'utilise juste pour le développement. Donc par exemple les modules de test, quick check pour le test ou ce genre de choses. Mais il se trouve qu'il y avait quand même des modules que j'utilisais dans mon environnement de développement qui étaient quand même nécessaires également en prod. Et donc, par exemple, j'avais oublié de déclarer protobuf. Alors là, ça se voit tout de suite. Déclarer dans mes applications protobuf, donc c'est pas inclus dans la release. Mais alors je sais plus, je regarderai, mais il y avait un module qui était dans dev, et ça semble
d'apparence être utile uniquement pour le dev, et on en a quand même besoin pour l'exécution, et donc je l'ai détecté en faisant l'ensemble de ce process. C'est vrai que Docker, c'est la cerise sur le gâteau, c'est bon, voilà, pour tester dans un environnement cloisonné, installé from scratch, etc. Ça permet de valider de bout en bout, mais c'est pas obligatoire. Et sur le Mac, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Souvent, c'est packagé dans une espèce d'Ubuntu. Oui, c'est packagé. Donc sur Mac, donc Docker utilise le système de namespacing de Linux et donc ne tourne que sur Linux. Donc voilà. Donc sur Mac, il y a ce qu'on appelle Docker Machine qui installe VirtualBox, qui fait tourner un Linux minimaliste qui s'appelle boot2docker, qui permet d'exécuter un host Docker qui permet d'envoyer des conteneurs. Donc voilà l'idée. Là, c'est la cerise sur le gâteau parce que voilà, je voulais que vous puissiez, vous aussi, si vous le souhaitez, je suis persuadé que la manière dont Docker permet de packager les apps doit être prise en compte dès la phase de développement. Ne serait-ce que parce que j'ai beaucoup dû tuner de petites choses. Docker est plus ou moins stateless. Et donc je me suis aperçu, hier soir j'avais fini, voilà, pour être totalement transparent, hier soir j'avais fini le packaging Docker. Je démarre, j'envoie la VM Docker, tout marche bien, etc. Je définis tous les fichiers dont j'ai besoin dans mon environnement Elixir. J'ajoute mon fichier de conf, qui est mon script EXS Elixir exécutable. Je le copie dans mon environnement Docker. Et je lance, je teste, ça fonctionne, tout marche impeccable. Voilà. Et depuis cette nuit, je cogite un peu et je me dis, oui, mais il y a un truc qui ne va pas. Le truc qui ne va pas, c'est que là, j'ai packagé en dur mon fichier de conf dans le fichier Docker, dans le container Docker. Si en tant qu'utilisateur du container Docker, eh bien, en tant qu'utilisateur, je m'attends à passer mon propre fichier de conf, c'est-à-dire mon propre script Elixir, pour pouvoir que Docker exécute uniquement le code, mais que moi, utilisateur de Docker, je passe le fichier ou l'ensemble de fichiers de configuration. Et donc j'ai rechangé ça tout à l'heure, parce qu'en fait, j'avais aucun point d'entrée dans mon code permettant de faire ça de manière élégante, avec des variables d'environnement qui permettent de passer un répertoire qui contient les fichiers root et qui soit monté sur le disque dur de l'host pour pouvoir être lu. Je vais vous montrer. Ça fait usine à gaz un peu. Non, c'est très simple. En fait, voilà le fichier Docker. Donc ce que j'ai fait, vous pourrez reprendre en l'état, c'est pour ça que c'est la cerise sur le gâteau, parce que c'est pour vous aider à aller plus vite et à développer dans Docker assez facilement. Vous verrez, c'est ultra simple. Le fichier Docker qui est là, il utilise une VM, une machine Docker qui ne contient pas un Ubuntu entier avec des packages, des environnements de développement, qui contient un Linux minimaliste avec tout ce qu'il faut pour faire tourner Erlang et Elixir. Donc ça fait 20 mégas au lieu de 250. Donc votre conteneur Docker, déjà, il fait 25 mégas. Donc vous êtes content, vous avez un Docker qui est déjà assez élégant en prenant ça. Ensuite, ça c'est vos variables d'environnement qui définit comment vous configurez votre app. Donc ça c'est la variable d'environnement que je mentionnais tout à l'heure, que j'ai ajoutée pour pointer vers mon fichier root. Donc la variable d'environnement par défaut, qui pointe vers l'endroit où je mets mon fichier de conf. Ensuite, ça, je copie tous les fichiers de ma release, en gros, qui a été généré par le ICRM. Là, c'est ce qui m'a tracassé cette nuit, c'est que je copie la route, le fichier route de script de configuration avec mes pipelines, etc. Je copie en dur dans mon image Docker. Donc, on va dire que maintenant, ça devient le fichier de configuration par défaut, qui peut être overridé par l'utilisateur. J'expose le port 55-55 et je lance, et là vous avez toute la commande magique pour faire tourner un environnement Elixir dans Docker. Vous prenez ça comme template, déployez une app Elixir, EXRM Docker. Honnêtement, vous prenez ce projet-là et vous avez un template qui va bien. Pour générer tout ça, c'est simple, vous faites mix delgues, vous récupérez toutes les dépendances du projet.
En environnement de prod, vous faites mix compile, vous faites mix release, comme le projet est dépendant sur EXRM, il fait tout ce qu'il faut pour générer la release tout seul, il n'y a rien à faire. Et vous générez votre container Docker. Vous buildez. Voilà. Et après, c'est la commande magique, mais en fait, c'est très très simple. Donc là, je fais la commande Docker avec une configuration de route custom. Donc, si vous enlevez ça, -v, j'ai pas de commande. J'ai pas mis de commande par défaut. Bon. En gros, si vous enlevez, si vous faites docker run -rm, ça élimine le conteneur précédent. -p, vous mappez les ports. fastS, vous démarrez votre conteneur et ça marche avec le fichier de route par défaut qui est configuré. Bon. Rien de plus à faire. Vous lancez votre environnement, vous connectez sur l'IP de la machine Docker, sur le port 5555, ça fonctionne. Maintenant, si vous voulez passer un fichier de conf que vous avez en local, vous avez un répertoire config Docker dans lequel vous avez vos fichiers de conf. Vous le mappez dans l'environnement Docker sur opt-route. Donc ça, c'est la commande volume. Vous passez fts-route dir, c'est la variable d'environnement pour Docker qui va dire c'est opt-route, donc pareil. Et c'est fini, ça marche. Vous avez un fichier de conf local. Vous lancez Docker et il exécute votre code avec votre fichier de conf local. Oui. De ce que j'ai vu de EXRM, un des gros avantages de Erlang en général, c'est le hot code swapping, si j'ai bien compris. Et donc, ce qu'on voit dans certains articles, des exemples, c'est le fait de pouvoir monter une version avec EXRM. Et si on utilise Docker, c'est stateless, etc. Voilà. C'est je tue le conteneur et je redémarre. Et donc, est-ce qu'en utilisant Docker, on ne perd pas justement cet intérêt-là de code swapping? Si. Donc, c'est soit code swapping, soit Docker. En gros. Ouais. En fait, Docker répond à un paradigme qui est quand même proche de celui d'Erlang, où Docker va dire, en gros, je vais créer potentiellement, je vais lancer un deuxième Docker avec mon code qui va être sur le port 6666. En fait, je vais permuter. Je vais faire tourner Docker dans l'idée. Je tourne deux instances et je les permute. C'est ça l'idée. Alors que Erlang, on remplace le code dans la machine virtuelle. Donc, c'est deux approches complètement différentes de la manière de grader. Donc, c'est. Voilà. Ouais. Parce que de loin, je trouve que rajouter Docker, alors que Erlang nativement le fait déjà, rajoute en fait fait perdre un peu cet intérêt de la machine Erlang et rajoute en fait une dose qui est un peu l'usine à gaz. Ouais, le problème de EXRM et Release, c'est qu'en fait, il faut coder toutes ces montées de version et tous ces changements d'état d'une version à l'autre. Ouais. Mais dans Docker, on ne peut pas le faire en fait. Non, Docker, on ne peut pas le faire. Ouais. Le truc, c'est qu'en pratique, dans 90% voire plus des projets Erlang que j'ai vus, je shutdown et je redémarre parce que ça coûte trop cher de faire le hot code upgrade et tous les scripts de hot code upgrade pour toutes les versions. En gros, c'est une balance qui est faite entre quelle est la criticité d'uptime de votre projet et le coût que vous pouvez mettre pour développer ce hot code upgrade. Parce que le code upgrade, il y a le framework pour le faire, mais il faut le développer. Toutes les méthodes pour faire ce hot code upgrade. Donc, voilà, en pratique, c'est vrai que Ericsson le fait parce que voilà, ils ont un routeur qui va être important. J'ai vu une vidéo tout à l'heure, une démo de Fire Lab où ils vont updater le firmware en Erlang d'un quadcopter en vol. Ouais. Voilà, donc là, il n'y a pas de choix. Ouais. Mais souvent, dans beaucoup de projets que j'ai vus, le développeur il va faire restart,
Et voilà, parce que les développeurs ont pas eu de budget pour coder le process de notre code upgrade et de tester, voilà. Il n'y a pas de problème de perte d'état propre, je sais pas, à une requête, le traitement d'une requête, il n'y a pas des états en fait, qui sont perdus dans le passage d'une ligne à l'autre. Avec Docker, en faisant j'arrête la... Non, mais en gros, en faisant un arrêt brutal, le restart, Oui, si. il y a quelques requêtes qui sont flinguées en fait. Ouais, mais en fait, ça dépend de l'architecture de votre système. Ouais. Si le système il est redondé 50 fois, que les nœuds sont stateless, j'enlève un nœud du load balancer, je redémarre, de toute façon, les requêtes elles ne sont pas perdues, puisque voilà, c'est des requêtes HTTP qui arrivent. Un nœud en plus, un nœud en moins, voilà, on fait une rolling upgrade, et on upgrade un par un. Après, si on a un service qui est un service de chat comme Eaterbird où les gens ont des connexions persistantes, là effectivement, ça vaut le coup de se poser la question de savoir comment je mets à jour le système sans redémarrer, parce que sinon je vais perdre toutes les connexions. Les utilisateurs vont devoir se reconnecter, et la tempête d'utilisateurs qui vont revenir sur mon service va potentiellement en plus menacer l'intégrité de mon restart de plateforme. Un truc qui est souvent négligé, et notamment sur le Jabbird, on a beaucoup cette expérience. Ce qui est souvent jamais testé, c'est le code start. C'est-à-dire qu'on lance notre projet, tout va bien, la plateforme monte en charge, surtout avec Erlang, ça peut durer des mois avant qu'on ait besoin de la redémarrer. Et puis un jour, on s'aperçoit que maintenant, on a 100 000 utilisateurs actifs et il faut redémarrer. 1 million d'utilisateurs actifs, il faut redémarrer, et bien on redémarre. Et là, on a la tempête d'utilisateurs qui se connectent, qui consomment tellement de ressources que le serveur tombe, et on redémarre, et ça consomme à nouveau tellement de ressources, le serveur tombe, etc. Donc, c'est quelque chose qui est à tester aussi, parce que c'est aussi un des inconvénients du restart, c'est que si c'est des connexions persistantes, tout le monde se reconnecte. Au même moment, surtout si le client n'est pas trop intelligent, qu'il a d'exponential failover, de reconnaître, retry, ça peut être dangereux. Et c'est effectivement Docker contre l'upgrade Erlang, c'est deux paradigmes, et ça dépend vraiment de l'organisation qui va déployer. Si on a des sysadmins qui ont tout standardisé sur Docker, ils vont vouloir upgrader avec Docker, en fait. Alors que, si quand on fait des opcode upgrades, c'est plus qu'on va avoir l'équipe de dev Erlang qui va être proche des sysadmins et qui vont les aider à faire le process, pour fournir les process d'opcode upgrade, etc. Donc ça dépend après des contextes. Et pour investissement pour l'avenir, dans la technologie et des choses comme ça, est-ce qu'on peut dire que tout ce qu'on peut faire avec XRM, on peut le faire avec Docker, mais tout ce qu'on peut faire avec Docker, on peut le faire avec XRM, mais l'inverse, c'est pas vrai. Est-ce que tout... Oui, je pense. Mais voilà, teste quand même le process complet XRM, etc. En vrai, en prod. Sur les exemples, moi je l'ai fait sur pas mal d'exemples, ça a l'air simple, mais ça ralentit. Si on veut faire par exemple du continuous deployment, plusieurs releases par jour, si on doit faire tous les scripts de XRM, d'upgrade, etc., ça ralentit vachement beaucoup le développement. D'accord. Après, tu as les upgrades de l'OS, de la VM. De toute façon aussi. C'est plus du Erlang là. Oui. C'est du système. Non mais c'est vraiment, c'est deux paradigmes qui s'affrontent un petit peu. Erlang, c'est la robustesse, le uptime à tout prix, etc. Et Docker, c'est le monde AWS, cloud, les machines sont de la facilité, tout est à peu près stateless et on peut en mettre autant de ressources qu'on veut. Donc c'est deux visions du monde et ça ne sera pas forcément les mêmes projets qui s'appuieront sur les mêmes propriétés. Voilà, donc sur Process One FastTS, j'ai publié le code aujourd'hui, il y a encore beaucoup de boulot.
C'est open source, vous pouvez jouer avec, me faire des retours, poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris aujourd'hui ou ce que je pourrais améliorer. Et puis voilà. Il faut encore tuner le cœur du langage. Pour l'instant, il y a très peu de commandes. J'ai voulu avoir le mécanisme de pipeline, etc. Et puis on rajoutera au fur et à mesure des commandes un peu plus évoluées pour. Voilà. Une fois que le cœur est en place, rajouter des commandes, le but c'est que ça aille vite, que ça puisse être fait par différents contributeurs, donc on puisse rajouter des commandes simplement. L'idée c'est d'avoir un pipeline qui soit un système de streaming et de traitement qui soit élégant et facile à définir.